Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Voici les titres de l'actualité. Les dirigeants mondiaux de la COP21 ont appelé à une action immédiate et à un accord solide pour limiter le réchauffement climatique. Le président chinois a quitté Paris pour l'Afrique après avoir participé à la cérémonie d'ouverture de la conférence sur le changement climatique. La Chine a officiellement pris la présidence du G20. Le sommet 2016 du groupe des 20 pays les plus industrialisés se tiendra dans la ville de Hangzhou les 4 et 5 septembre prochains. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a annoncé qu'il allait inclure la devise chinoise, le renminbi, dans le système du droit de tirage spécial. Et la Chine vient de publier son indice de directeur d'achat pour le mois de novembre. Il s'établit à 49,6, soit 0,2 points de moins que le mois précédent. Et à la une de l'actualité, le changement climatique. C'est le deuxième jour de la conférence sur le changement climatique à Paris. À l'ouverture de la conférence lundi, les dirigeants mondiaux ont appelé à une action immédiate et un accord solide pour limiter le réchauffement et aider à garantir la paix mondiale pour les futures générations. Le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours à la cérémonie d'ouverture et a déclaré que la Chine avait confiance et était déterminée à honorer ses engagements pris pour lutter contre le changement climatique. Le président français François Hollande a accueilli les dirigeants mondiaux alors qu'ils arrivaient pour la conférence sur le changement climatique de l'ONU. Plein de promesses et d'attentes, plus de 150 chefs d'État étaient à Paris pour le lancement d'une tentative ambitieuse de limiter la hausse des températures de la Terre. Presque immédiatement après être arrivés, les présidents chinois et américains se sont rencontrés en marge de la conférence et se sont engagés à travailler ensemble pour combattre le changement climatique. Obama a conseillé aux négociateurs de parvenir à un accord significatif et il a ajouté que les États-Unis s'engageaient à limiter le réchauffement mondial. Je suis ici à titre personnel en tant que dirigeant de la plus grande économie mondiale et en tant que deuxième plus grand émetteur pour dire que les États-Unis d'Amérique ne reconnaissent pas seulement leur rôle dans la création de ce problème, nous assumons notre responsabilité pour faire quelque chose envers cela. Tandis que le président chinois a réitéré les engagements de la Chine. L'accord de Paris doit se concentrer sur le renforcement des actions mondiales post-2020 sur le changement climatique et encourager les efforts mondiaux pour poursuivre un développement durable. L'accord de Paris doit aider à satisfaire les objectifs de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et tracer la voie au développement vert, suivre les principes et les règles formulées lors de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, contribuer à leur mise en application totale et effective, établir un contrôle réel de l'augmentation de la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre et encourager les pays à poursuivre un développement vert, circulaire et à faibles émissions. L'accord doit aider à galvaniser les efforts mondiaux, encourager une forte participation et enfin offrir des dispositions institutionnelles qui propulsent les pays à faire des efforts concertés. Les observateurs disent que les engagements de Xi Jinping montrent que la Chine est prête à jouer un rôle central ici à Paris. Au cours des dernières années, ce que nous avons vu, c'est que la Chine passe d'un pays qui est accusé, littéralement accusé, d'être le plus grand émetteur à un pays leader du combat contre le changement climatique. Les dirigeants ne resteront à la rencontre qu'une seule journée. Leurs négociateurs ensuite essaieront de parvenir à un accord. Alors, le discours prononcé par le président Xi Jinping à la conférence sur le climat à Paris a été bien accueilli par la délégation chinoise, l'accompagnant en France et par les experts sur le changement climatique en Chine. Dans son discours, le président Xi a parlé de mesures concrètes et actions consacrées à la lutte contre le changement climatique en Chine. Ses remarques étaient constructives. Il a envoyé un signal positif au monde, que la Chine est en train de prendre ses responsabilités pour faire face à ce défi commun pour l'homme.
Il a parlé de plusieurs mesures concrètes et particulièrement du plan 10, 100 et 1000. Le 10 correspond à l'aide que la Chine apportera aux pays en développement pour développer des zones à faible émission de carbone. Le 100 correspond aux projets mis en place pour ralentir et s'adapter au changement climatique. Le 1000 au personnel formé pour répondre aux questions liées aux enjeux climatiques. Ces mesures sont constructives. Et en marge de la conférence sur le climat à Paris, le président Xi Jinping a rencontré son homologue brésilienne Dilma Rousseff. Les deux dirigeants ont abordé plusieurs questions liées aux perspectives et défis que représente la lutte contre le changement climatique. Et en tant que pays en développement et membre du groupe BASIC, le président chinois a indiqué que la Chine et le Brésil avaient de nombreux intérêts en commun concernant les discussions sur le climat. Il espère que les deux pays pourront travailler ensemble, utiliser leurs avantages respectifs et leur influence pour que la conférence aboutisse à un accord global, équilibré, solide et juridiquement contraignant. Dilma Rousseff a accepté et indiqué que le Brésil appelle tous les participants à s'en tenir au principe de responsabilité commune, mais différenciée. Les deux dirigeants ont convenu d'utiliser pleinement la nouvelle banque de développement des BRICS. Ils espèrent utiliser une série d'arrangements financiers entre la Chine et les pays d'Amérique latine pour promouvoir les échanges et les investissements sino-brésiliens. Et le président chinois Xi Jinping a quitté Paris pour l'Afrique après avoir participé à la cérémonie d'ouverture de la conférence sur le changement climatique. Il devra arriver au Zimbabwe ce mardi. Cela fait près de 2 décennies qu'aucun président chinois ne s'était pas rendu dans ce pays. Sa visite a créé le buzz. Beaucoup espèrent qu'il en résultera la mise en œuvre de la série d'accords bilatéraux signés en août de l'année dernière. Le président Xi Jinping et le président Robert Mugabe ont signé des accords d'un montant de plusieurs milliards de dollars dans divers domaines liés au développement des infrastructures. Les deux dirigeants discuteront d'autres opportunités d'investissement et de coopération. L'économie figurera en tête des discussions des présidents zimbabwéens Robert Mugabe et chinois Xi Jinping qui doit arriver aujourd'hui au Zimbabwe pour la première visite d'un président chinois depuis près de 20 ans. L'an dernier, le président Robert Mugabe s'était rendu à Beijing où il avait signé une série d'accords avec le président Xi Jinping. Ces accords couvraient le développement d'infrastructures, l'énergie et la production d'électricité, l'eau et l'agriculture. La visite du président chinois devrait permettre de mettre en mouvement ces accords. Le premier élément clé que notre gouvernement veut est probablement le peuple du Zimbabwe et la clarification et la finalisation des choses qui sont appelées les méga-contrats, c'est-à-dire les contrats commerciaux et accords de prêts bilatéraux qui ont été signés par les gouvernements zimbabwéens et chinois et par les entreprises. Au-delà du financement de son développement, le Zimbabwe cherche à développer ses relations commerciales avec la Chine, qui est déjà l'un de ses principaux partenaires économiques. Le Zimbabwe cherche aussi le renforcement des relations commerciales. Si vous regardez, les chiffres ont connu une croissance annuelle depuis que le Zimbabwe s'est véritablement rapproché de la Chine. De plus, le Zimbabwe aimerait garantir que la relation soit bénéfique au Zimbabwe dans le sens où ils sont des partenaires égaux qui vont de l'avant. Is also beneficial to Zimbabwe as a trading partner in that they are equal partners going forward. Le commerce sino-zimbabwéen a doublé en 5 ans pour s'établir l'an dernier à 1,2 milliard de dollars. Le Zimbabwe exporte essentiellement tabac, coton et chrome. Il entend inclure de la valeur ajoutée à ses matières premières afin d'exporter des produits semi-finis ou transformés. Pour parvenir à cela, il doit ressusciter son industrie, qui a un besoin criant de recapitalisation, chose qui n'a pas été possible car le Zimbabwe est exclu des marchés internationaux. La visite du président chinois pourrait permettre de résoudre partiellement le problème. Ils vont chercher le meilleur moyen d'accéder au marché chinois de crédit et ce en particulier pour les banques qui ont un besoin énorme de crédit. Le gouvernement zimbabwéen a lancé un ambitieux plan de relance économique. Zima 7, qui vise à créer au moins 2 millions d'emplois, à remettre en état les infrastructures et à parvenir à une croissance économique annuelle d'au moins 5% au cours des 5 prochaines années.
La Chine a officiellement pris la présidence du G20. Le sommet 2016 du groupe des 20 pays les plus industrialisés se tiendra dans la ville de Hangzhou les 4 et 5 septembre. Le président chinois Xi Jinping a déclaré dans un communiqué que l'organisation du sommet par la Chine montrait non seulement le haut degré de confiance de la communauté internationale en la Chine, mais également la volonté sincère de la Chine d'apporter une plus grande contribution aux affaires internationales. La présidence du G20 tourne de manière annuelle entre ses membres. Le premier sommet du G20 s'est tenu en 2008 à Washington. Le groupe a joué un rôle majeur dans la réponse à la crise financière mondiale. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition dédiée à l'actualité chinoise et présentée par Jiao Zhejin. Bonjour Jiao Zhejin. Bonjour Aïssa. Quelle est la une de l'actualité chinoise? Nous avons posé une question hier. La monnaie chinoise franchira-t-elle une nouvelle étape dans l'internationalisation? Et nous avons la réponse aujourd'hui. La réponse est positive. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a annoncé qu'il allait inclure la devise chinoise, le renminbi, dans le système du droit de tirage spécial ou TTS. Le TTS est un panier de devises du Fonds monétaire international qui inclut le dollar américain, l'euro, la livre sterling et le yen japonais. Cette approbation fait que le renminbi est la première devise d'un pays émergent à être inclus dans le TTS. Depuis 2010, le dollar compte pour 41,9% du panier, l'euro pour 37,4%, la livre pour 11,3% et le yen pour 9,4%. La répartition des devises au sein du panier est revue tous les 5 ans. Les pays peuvent utiliser le DTS pour rembourser leurs prêts au Fonds monétaire international ou pour ajuster la composition de leurs réserves. En principe, le Fonds monétaire international peut ordonner à un pays membre d'acheter le TTS d'un autre membre se trouvant dans une position difficile afin de garantir le bon fonctionnement du marché. La Chine vient de publier son indice de directeur d'achat pour le mois de novembre. Il s'établit à 49,6, soit 0,2 points de moins que le mois précédent. Par ailleurs, pour les activités non manufacturières, il s'élève à 53,6, soit un demi-point de plus qu'en octobre. L'activité manufacturière chinoise a reculé en novembre. L'indice des directeurs d'achat est inférieur aux prévisions et reste dans la zone de contraction pour le 4e mois consécutif. Il existe 3 facteurs majeurs. Le premier est la faible demande tant en interne qu'à l'international. Le deuxième est que le prix des matières premières reste faible. Le troisième est que l'économie est toujours sur une tendance baissière. Ces facteurs ont restreint l'activité manufacturière le mois passé. Les usines consommant le plus d'énergie ont connu les pertes les plus fortes. Mais dans le même temps, les secteurs des hautes technologies, de l'équipement et de la manufacture de biens de consommation ont continué à croître. Par ailleurs, les activités non manufacturières ont enregistré une croissance grâce au secteur des services. Cela, notamment en raison de la frénésie de shopping du 11 novembre. Le gros, la vente au détail, les télécommunications et les logiciels informatiques, la banque, les actions, les assurances et les services de proximité sont au-dessus des 50, ce qui confirme la tendance à l'expansion. De plus, les activités de construction ont connu une croissance pour le second mois consécutif. L'indice des nouvelles commandes et celui des prix des ventes du secteur immobilier ont tous deux augmenté. La plus grosse pépite d'or du monde est arrivée à Beijing. Parmi d'autres objets hors du commun, une météorite en forme d'oiseau est également présentée au Salon international chinois de la bijouterie, un rendez-vous qui a démarré samedi dernier. Un peu moins de 2000 exposants venus de 23 pays et régions présentent leurs plus belles pièces au Centre d'exposition international de Chine. Parmi les objets qui retiennent l'attention, ce vase en émail sur lequel sont représentés des pivoines, des azalées et autres iris. Pas moins de 200 couleurs différentes ont été nécessaires pour parvenir à un tel résultat. Ce vase est incroyablement magnifique. Il y a tellement de couleurs. En plus, il combine le style artisanal chinois et les styles occidentaux. Voici la plus grosse pépite d'or du monde, 62 kg d'or pur à 99,9%, présentée pour la première fois sur le territoire chinois.
Les visiteurs qui foulent les 75 000 mètres carrés de l'exposition ont également été impressionnés par cette météorite dont la forme rappelle étonnamment les contours d'un aigle. Elle a été découverte dans le désert du Lobe Nord, dans la région chinoise autonome ouïghour du Xinjiang. Ce rendez-vous est perçu comme le premier du secteur de la bijouterie en Chine en termes de taille et d'influence. Alors que les nouvelles technologies transforment les médias, les magazines de mode et d'autres quotidiens sont confrontés aux blogs en ligne. Plusieurs gros titres ont annoncé la fin prochaine de leurs activités alors qu'ils perdent de nombreux lecteurs. Dans le même temps, les plateformes de nouveaux médias tels que WeChat et Sina donnent la voix aux blogueurs. Certains gagnent même en notoriété en postant sur Internet des informations sur la mode. L'un des magazines pionniers de la mode, Riley, a été suivi pendant près de 15 ans par les passionnés de mode. Mais il vient d'annoncer qu'il cesserait son édition imprimée à compter de janvier 2016. Également ce mois-ci, le célèbre magazine local, le Shanghai Weekly, a cessé sa publication. De plus en plus de gens modifient leurs habitudes de lecture en passant de la presse écrite à la presse en ligne. Et Li Wenxi est l'une d'entre elles. J'avais l'habitude d'acheter des magazines dès que je me rendais dans un kiosque à journaux. Mais désormais, je n'en achète quasi aucun. L'une des raisons est que ces magazines sont très lourds et pas faciles à transporter. Une autre raison est que je ne sais pas quoi en faire après les avoir empilés chez moi. Je ne pense pas qu'ils soient très recyclables. Désormais, je lis par le biais de mon téléphone ou avec certaines applications mobiles. Les magazines de mode et de style de vie ainsi que les quotidiens ont été le plus durement touchés, car poster des informations en ligne sur ces thèmes nécessite peu de formation professionnelle et peut attirer un large public. Les blogueurs de mode sur Internet et autres micro-blogueurs ont commencé à avoir d'importants groupes de fans il y a 2 ou 3 ans, quand de plus en plus de gens ont commencé à utiliser WeChat et Weibo depuis leur téléphone mobile. Certains sont devenus si célèbres qu'ils ont même été invités à des événements majeurs comme le défilé de Victoria's Secret, ce qui leur a permis d'écrire des scoops sur leur blog dès le jour suivant, et ce bien plus rapidement que la presse magazine traditionnelle. Les magazines de mode traditionnels ont dû changer sous l'influence de cette pression. Su De est la directrice d'un magazine mensuel et a été témoin de cette transition au sein de l'industrie. L'année 2010 a été le pic du secteur en raison de l'expo. Mais après cela, tout a diminué, surtout dans les hebdomadaires et les magazines de mode, car ces derniers recevaient les investissements de clients dans l'industrie de luxe. Désormais, le gouvernement a mené une répression sur la consommation de luxe et il y a moins de cadeaux offerts. Donc, les sponsors ont modifié leur budget marketing et cela a affecté les magazines qui le sponsorisaient. Madame Su a déclaré que dans le même temps, les coûts du travail pour les magazines étaient en hausse et représentaient la plupart des dépenses en hausse du Mediapresse. Il y a également un grand nombre de rédacteurs et de journalistes qui ont quitté la presse magazine et lancé leur propre blog en ligne, ce qui a également affecté la presse écrite. Par ailleurs, la montée en puissance des nouveaux médias a offert aux marques une nouvelle plateforme publicitaire. Sibyl Chen est une stratège du numérique et déclare que la plupart de ses clients veulent ces derniers temps faire leur propre promotion sur Internet. Nous pouvons constater qu'il y a un changement dans les plateformes utilisées par les marques pour se promouvoir elles-mêmes. Désormais, elles font davantage attention aux plateformes en ligne, mais également aux leaders d'opinion clés de l'industrie de la mode. Et même pour des marques qui ne sont pas dans le secteur de la mode, comme les entreprises de technologie, elles apprécient avoir de la promotion par ces leaders clés dans diverses industries. Chen a déclaré que par le biais de la promotion sur les plateformes de nouveaux médias, les marques peuvent recevoir davantage de commentaires instantanés et de retours de leur clientèle ciblée. Cependant, Madame Su du magazine Horace a fait savoir qu'un séisme se produirait prochainement car la plupart de ces plateformes ont reçu des investissements en capital au cours des 2 dernières années et seront prochainement confrontées au défi de montrer leurs profits. La Chine a rapporté près de 110 000 cas d'infection au virus du sida cette année, soit une légère augmentation par rapport à l'an dernier. Un nouveau groupe à risque se développe rapidement, celui des jeunes de 15 à 24 ans. Ces 5 dernières années, les infections de ce groupe au VIH ont connu une croissance annuelle de près de 35%. Pour renverser cette tendance, les autorités de l'éducation offrent des cours de prévention au VIH obligatoires aux collégiens et aux lycéens.
Pas de surprise, les élèves de 7e année du lycée chinois de Guangdong sont curieux et posent plein de questions. Ils sont excités des beautés de la vie et se préoccupent des tracas du monde. Je me demande si les piscines sont porteuses du virus du sida. Et s'il y a une autre personne qui a une blessure, est-ce que la seconde personne peut être infectée par le virus aussi? Je veux savoir comment prévenir cette infection et ce que je dois faire lorsque je communique avec les porteurs du virus. Dois-je les inviter dans ma vie? À la fin de l'année 2014, 231 cas d'infection au virus du sida ont été rapportés chez les jeunes élèves de Guangzhou. Une augmentation de 50% par rapport à l'an dernier. À cause de cette croissance, les élèves reçoivent aujourd'hui une éducation préventive sur le virus et le plus tôt possible. La partie scientifique peut être très ennuyeuse pour les enfants. Nous essayons donc d'utiliser des vidéos et des animations pour rendre les choses plus intéressantes. Madame Liu a même inventé des jeux interactifs pour intéresser les élèves. Mais malgré ses efforts, elle pense que les bons outils éducatifs manquent encore. J'espère qu'il y aura davantage de vidéos intéressantes sur la prévention du VIH. Aujourd'hui, la vidéo que mes élèves préfèrent a été faite en 2003. En ville, le nombre d'enseignants comme Liu Lifen augmente. Pendant 5 années consécutives, nous avons formé des enseignants de la santé pour prévenir la transmission du VIH dans la ville. Aujourd'hui, nous avons 1000 enseignants qualifiés, ce qui signifie que nous avons au moins un spécialiste par école secondaire au Guangzhou. La jeune génération devient de plus en plus sexuellement active. L'éducation liée à la sexualité est donc cruciale pour ceux qui souhaitent apprendre à se protéger. Et c'est la fin de cette partie. Et maintenant, retour au plateau. Raïssa, c'est à vous. Merci beaucoup, Georgine, pour ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur CCTV Français.